Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre-toi, le magazine du livre et de l'actualité culturelle. Nous sommes au rempart des Jésuites à Marche-en-Famenne, à l'école internationale de lutherie de Gauthier-Loup, à l'occasion de la sortie au cahier du livre luxembourgeois d'un dossier sur la vie musicale en province du Luxembourg, un dossier qui montre la vitalité de la province en matière de musique au pluriel, un livre coordonné par Louis Goffin et Benoît Mernier. Et parmi la profusion des articles qui sont consacrés à la vitalité musicale en province du Luxembourg, il y a un article de Guy Ducaté qui nous parle de notre invité Gauthier-Loup. Il est temps de le rejoindre, il nous attend. C'est dans un lieu d'âme, Gauthier-Loup, bonjour. Bonjour. Que vous nous accueillez aujourd'hui dans les locaux de l'école que vous avez créée, une école internationale de lutherie, un lieu d'âme avec toute une série de violons, de numéros uniques, puisque ce sont des pièces uniques qui se trouvent là. Comment est-ce que tout ça a commencé? Quand vous étiez tout petit, à Martelange, dans la famille, il y avait une tradition de la musique qui existait? Mais dans la famille, il y avait une tradition, effectivement, qui était d'abord du bois. Mon grand-père, enfin, différents personnages, sculpteurs, ébénistes, et mon père était lui-même menuisier ébéniste, puis enseignant. Donc moi, je ne l'ai jamais connu comme enseignant. Donc c'est aussi une autre manière de penser, déjà la transmission peut-être. Ouais. Et puis alors, les fêtes familiales se passaient en Gaume, à Saint-Marc, où mon grand-père habitait, avec un atelier assez formidable, parce qu'il y avait de toutes vieilles machines, un parquet en bois. Et donc là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une âme, et comme les longs dîners m'ennuyaient, j'allais fouiller dans les recoins. Et notamment dans le grenier, j'ai trouvé un vieux violon, dans un étui, je dirais très décollé, tout ça. Mais j'étais très intéressé par ce violon, je l'ai ramené, et j'ai appris que mon père était musicien dans sa jeunesse, et que le reste de la famille aussi. Et donc, effectivement, il y avait en province du Luxembourg beaucoup d'harmonie, de fanfares. La musique était importante dans les familles. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez une formation d'ébéniste. Pas du tout. J'ai essayé de travailler le bois quand j'étais jeune et j'ai trouvé ça trop difficile et j'ai abandonné. C'est paradoxal ça, hein? Parce que la lutherie aussi tient un peu de l'ébénisterie. Si l'on veut, mais il y a une différence, je dirais, avec un objet uniquement usuel et un objet qui est effectivement usuel puisqu'on le tient en main, mais qui a aussi une particularité, une quatrième dimension qui serait le son. Et puis il y a eu une rencontre, pour faire court, avec Daniel Seret, vous qui étiez dans une pratique de l'artisanat un peu figé, hein, la lutherie jusqu'alors, et puis lui, il vous a proposé quelque chose, à moins que ce ne soit en sens inverse. C'est effectivement le sens inverse, c'est-à-dire que j'avais cheminé effectivement pendant plus de 10 ans dans la profession de la lutherie classique, qui est de construire les instruments, mais surtout de les restaurer. Et puis je me suis posé des questions assez fondamentales, un peu philosophiques, puisqu'une question appelle une réponse. Et alors la question c'était de se dire, mais Stradivarius et ses compères ont vécu de l'art contemporain, puisqu'ils ont fait de la lutherie baroque pour la musique baroque à la période baroque. Pour moi c'était très être dans l'art et dans son temps. Et l'autre question, c'était aussi de se dire, mais le violon est asymétrique par sa structure interne, mais c'est peut-être un peu long d'expliquer, mais l'extérieur est encore symétrique, alors qu'actuellement, intellectuellement, on peut imaginer, penser les choses autrement. À l'époque, si on regarde la structure d'une église, d'une cathédrale, prenons une église puisqu'elle devait être baroque, était tout à fait symétrique, tout ce qu'on trouve à gauche, on le retrouve à droite. Donc le violon est issu de la même pensée. Et puis après, et ça débouche sur quoi ce constat, cette réflexion que vous venez de faire? Alors cette réflexion arrive à un constat simple, c'est est-ce qu'un luthier qui est à 3 siècles d'intervalle, 3 siècles plus loin, peut-il avoir la même conception? C'est-à-dire de vivre dans une autre époque avec le même métier et de recréer alors un instrument qui serait contemporain. Mais ayant des carcans personnels, culturels et d'éducation, puisque j'étais formé dans une école très traditionnelle, donc le carcan, il est non seulement culturel, mais il y a aussi de la physique acoustique, il y a la physique mécanique, donc il y a toute plein de choses, des paramètres dont on doit tenir compte pour un violon, et c'est un trop grand frein, donc j'ai voulu
intégré dans le projet de créer des nouveaux violons un philosophe, un peintre, un sculpteur, un architecte, je ne sais pas. Je cherchais quelqu'un et je suis tombé sur Daniel Seret, un peintre abstrait spontané qui peignait sur musique. Donc le lien commun, c'est la musique. Et ce qui est intéressant, c'est justement que nous avons une démarche, une activité diamétralement opposée. Lui travaille, puisque c'est spontané, et analyse après son travail. Moi, j'analyse d'abord et je travaille ensuite. Et ça, c'est une richesse assez incomparable. On va voir ce que Guy Ducatet dit de l'homme Gauthier Loup dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, édité par les Cahiers de l'Académie luxembourgeoise, dossier sur la vie musicale en province de Luxembourg. Ne vous y trompez pas, ce petit homme aux allures de guerrier celte, à l'imposante moustache, pourrait vous emporter joyeusement dans son monde du paradoxe. On s'y retrouvera cependant, incrédule, face à des instruments de musique aux formes résolument novatrices, magnifiquement achevés et qui répondent aux besoins des interprètes les plus exigeants. En effet, Gauthier Loup a révolutionné en ce sens la lutherie traditionnelle, réalisant des instruments en collaboration avec des plasticiens. Il a mis au service de l'imagination créatrice ses talents et son expérience de luthier. En soumettant ses violons à des laboratoires de physique appliquée pour analyse acoustique très sévère et à de nombreux musiciens et compositeurs qui ont pu évaluer objectivement leur musicalité, il a relevé un défi majeur, celui d'accomplir le grand œuvre. En effet, il a pu allier avec bonheur les contraintes techniques de la lutherie avec celles de l'innovation plastique, tout en dotant ses instruments d'une très grande musicalité. Bon sang ne peut mentir, fort de ses origines luxembourgeoises, il s'est presque fait un point d'honneur de donner à notre belle province 2 ardeurs d'avance. En effet, ses 25 ans de métier comme luthier, il a décidé de les mettre au service de la formation et de créer depuis cette année une école internationale de lutherie en la bonne ville de Marche. Cette école ne pouvait que porter le nom de son énergique fondateur. Voilà ce qu'il écrit, vous retrouvez là-dedans, rien à redire. Ah ben c'est très flatteur, mais oui, il y a quand même tout est vrai. Et c'est à Marche que cette école se crée, mais c'est avec la ville de Marche. C'est effectivement avec la ville de Marche, parce qu'effectivement, tout ce travail est une chose, mais la mise en place et la présentation, les lieux, tout ça coûte. Alors évidemment, le financement principal vient de la ville de Marche et aussi de son dynamisme, bien sûr. Alors dans vos recherches, au fond, ce qui ressort, avec tous les techniciens, tous les spécialistes que vous avez contactés, c'est que la forme du violon n'a pas d'impact sur la sonorité du violon. Alors n'a pas d'impact, c'est peut-être un grand mot. La forme a un impact sur la sonorité, mais c'est bien ça que je recherche. Donc il faut dire qu'il faut déjà briser les carcans de l'idée que le violon ne peut avoir que la forme classique pour bien sonner. Ça avait été fait en 95, quand j'ai fait le premier violon contemporain. Et puis de là, de réétudier la forme pour le son. Élargir la palette des couleurs sonores et augmenter les harmoniques de l'instrument. Et ça, c'est ce qui donne aussi toute la richesse acoustique. Alors évidemment, mes premiers violons contemporains ont eu leur lot de critiques, heureusement positives, mais malheureusement aussi négatives. Mais un cheminement fait, la critique est de plus en plus positive, et maintenant les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et c'est ça qui est intéressant, ça devient porteur pour les autres, porteur de réflexion et de curiosité. Alors le musicien classique, lui, il aime bien de jouer quand même ces instruments-là, mais ce sera plus en soliste, parce que quelque part ça ferait un peu tâche dans un orchestre. Eh oui. Au fond, votre souci, Gauthier, c'est de pousser le bouchon toujours un peu plus loin, si je me permets cette trivialité. Mais le bouchon, ma foi, il est toujours fait pour être tiré. Mais effectivement, dans ce sens-ci, c'est le tirer en avant pour repousser les limites de ce qui est concevable ou non. C'est vrai que l'utopie, on va vers l'utopie seulement quand on fait la recherche et la démarche. Et l'idée, c'est aussi de repousser mes propres limites. C'est ce qui me garde encore jeune. Alors quand on voit les violons qui sont derrière nous, bel objet, belle œuvre d'art, parce que ce n'est plus de l'artisanat, c'est de l'art. On est étonné quand on les prend en main de voir comment tout ça est léger.
C'est bien très léger, effectivement, un violon pèse 300-350 grammes à peu près, mais c'est normal parce que c'est en fait composé de membranes fibrantes et le poids est également un frein à cette sonorité. Donc là, on étudie le tout, comme je disais, la physique mécanique, puisqu'il y a quand même des tensions énormes sur un instrument, mais sa légèreté, parce que c'est un mode vibratoire à respecter. Vous me disiez sur le trait du mot tout à l'heure, le violon, c'est du vide avec du bois autour. Oui, oui, ben, en fait, je dirais effectivement c'est ça. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on serait vite déçu de voir ce qu'il y a, puisqu'il n'y a rien, mais il y a quand même une âme. L'âme, c'est aussi l'essence même de l'instrument. Il y a son âme qui est celle fonctionnelle. Il y a l'âme du violon qui transpire dans des œuvres un peu plus particulières ou d'auteurs. Il y a l'âme du luthier, forcément, lui aussi place son âme dans son œuvre parce qu'il y met tout son savoir, toutes ses compétences. Et un jour, lors d'une visite ici, il y a un musicien qui m'a dit « Il ne faut pas oublier l'âme du musicien parce que lui aussi, avec ce trio, enfin fait partie du trio, c'est-à-dire le luthier, le compositeur et l'interprète, chacun y met son âme pour que le public, c'est-à-dire la quintessence, arrive à l'apogée de ce qu'on attend de tout cela. » Il y a donc toute une philosophie devant ou derrière tout ça. Pour Gautier, la philosophie, c'est la raison d'être d'une démarche sans se limiter pour aller de l'avant. C'est surtout prendre sa propre liberté afin d'élever les niveaux de qualité et de beauté le plus haut possible. La philosophie est la subtilité symbolisée par l'objet, les lignes et les formes qui présentent la démarche et les concepts nouveaux pour sortir du conservatisme. Je cite Gautier Loup. Le violon, vent de liberté, est le symbole de la liberté qui ne peut être acquise que par la connaissance et l'analyse de la situation, et par ce vent qui nous donne la liberté d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Ceux-ci peuvent devenir réalité si nous agissons et surtout si nous osons. Cette réalisation est très probablement le reflet de la personnalité du luthier. Si certains voyaient dans ces réalisations l'image d'un être compliqué, torturé, tumultueux, Gautier Loup pense au contraire être en voie de libération, laissant aller son imagination sans retenue, conscient par ailleurs d'être de plus en plus en possession de ses moyens pour y arriver. Gautier se résume dans cette citation d'Alfred de Musset. « Quand la passion emporte l'homme, la raison le suit en pleurant et en l'avertissant du danger. Mais dès qu'il s'est arrêté à la voix de la raison, dès qu'il s'est dit « c'est vrai, je suis fou » ou « allège », la passion lui crie « et moi, je vais donc mourir ». Alors, vous n'allez pas mourir. Et la passion non plus. Et la passion non plus. D'ailleurs, vous la transmettez. Oui, ça c'est une chose évidemment importante parce que dans sa propre vie, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'apprentissage pour soi-même, il y a la phase de réalisation, voire de création, quand on peut se le permettre. Et puis, il me semble, quand on a un bagage, il reste à le transmettre. Et ça, c'est le point, je ne vais pas dire final, mais c'est un point important, je dirais, de la troisième étape. Alors, il y a donc des jeunes qui apprennent le métier de lutherie avec vous, Gautier. Quel est le profil, au fond, de ces jeunes ? Alors, les profils sont assez variés, mais il y a un point commun, ce sera toujours la musique et également la passion du bois. Donc, tous ces jeunes ont voulu faire de la lutherie parce qu'il y a un sens derrière tout ça, c'est notamment la passion. La passion, la patience, l'endurance aussi, parce que ce sont de longues heures pour apprendre, de longues heures pour faire, et donc ça c'est leur voie. Et le fait est qu'ils viennent maintenant de plus en plus loin. J'ai un Belge, il y a des Français, et puis maintenant il y a des demandes de différents pays, et même le prochain viendra du Mexique. Est-ce qu'ils parviennent, dans leur manière d'être et de travailler, à vous étonner, à vous surprendre vous-même ? Alors ils me surprennent, oui, parce qu'il y a toujours des petites choses. D'abord, ils aiment blaguer, ce qui ramène un peu de fraîcheur dans le milieu. Et d'autre part, ils m'étonnent parce qu'ils ont un regard aussi neuf, parce qu'avec le recul, il y a des choses que je pensais simples, banales ou acquises,
qui le sont bien sûr, mais eux retrouvent une fraîcheur dans tout ça. Et ce qu'ils aiment bien aussi, c'est de savoir le pourquoi du comment. Et ça, c'est vraiment le nœud de la bonne question. Allez, on va jouer. Vous répondez avec spontanéité. Si le violon était du bois, était un bois, donc spontanément, vous répondez. Mais qu'il soit le meilleur, bien sûr. Et c'est quoi le meilleur bois du violon? Le bois dont on fait des violons. C'est-à-dire, ici, on prend l'épicéa, l'érable et puis l'ébène. Et j'y ajoute aussi du palissandre parce que j'ai eu la chance d'en recevoir en cadeau d'un menuisier crémonais. Et parfois, j'y ajoute des matériaux un peu plus légers, visuellement en tout cas, comme le plexiglas, dont le violon ici derrière moi, qui donne une légèreté, qui donne une transparence que l'on ne peut pas avoir avec le bois ce coup-ci. Si le violon était un sexe? S'il serait féminin, évidemment, c'est ce qui m'attire, dans les lignes, dans les formes, les courbes, les volumes. Si le violon était un autre instrument de musique? Pourvu qu'il soit chantant. Merci Gauthier Loup de vous être prêté au jeu de Livre-toi. Vous retrouve ainsi que toute une série d'autres initiatives en province de Luxembourg dans ce numéro spécial des cahiers de l'Académie luxembourgeoise, dossier sur la vie musicale en province de Luxembourg. Ce livre, vous le trouverez au service du livre luxembourgeois, donc ces cahiers de l'Académie luxembourgeoise. Merci en tout cas pour votre fidélité et si vous le voulez bien, on se retrouvera en septembre prochain. Bel été à chacun. Et bien voilà. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Allez, à moi. C'est 5 ans pour finir. Ça passera quand ça? Le 28 ans.